Bonjour à tous. Est-ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est sous l'influence de militants LGBT et plus précisément sous l'influence de militants de mouvements transgenres? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, ce n'est pas la première fois que cette question se pose et si elle revient aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'OMS a missionné un groupe d'experts qui va se réunir du 19 au 21 février à Genève, au siège de l'OMS, pour produire une liste de recommandations qui vont porter sur la prise en charge des personnes transgenres. Des recommandations qui, dès lors qu'elles seront prêtes, seront alors transmises aux 194 États membres de l'OMS. Ces recommandations vont couvrir 5 thèmes au total, dont 2 sont très importants. Le premier thème est celui des soins, permettant la transition de genre, permettant le changement de genre avec les traitements médicaux, dont la prise d'hormones et les opérations de chirurgie. Le second thème porte un nom barbare, la reconnaissance légale du droit à l'autodétermination du genre. En d'autres termes, la possibilité d'effectuer officiellement le changement de genre sur l'ensemble des documents d'identité par une simple formalité administrative. Ce qui est possible de faire en Espagne, et ceci dès l'âge de 16 ans, sans même l'autorisation parentale, selon une loi votée en février 2023 et qui prévoit d'ailleurs d'abaisser cet âge plancher fixé aujourd'hui à 16 ans, dans un premier temps à 14 ans, puis à 12 ans. Alors en France, pour effectuer officiellement le changement de genre, il faut suivre une procédure judiciaire. Donc on ne peut pas parler d'autodétermination car il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative. Avant d'aborder la polémique, quelques mots sur les différents types de transition où il y a une sorte de graduation. Le premier type, c'est la transition sociale. Une personne revendique un genre qui n'est pas celui qui lui est attribué à la naissance et demande à son entourage personnel, professionnel, de le prendre en considération. Ça passera notamment par le fait de se faire appeler par un autre prénom. Le deuxième type, c'est la transition juridique, l'officialisation du changement de genre sur l'ensemble des documents d'identité. Et le troisième type, c'est la transition médicale avec les soins que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les traitements médicaux et les opérations de chirurgie. Dès lors qu'il y a eu une transition juridique, alors il n'y a plus de barrière pour qu'une personne transgenre puisse avoir accès à tout ce qui est normalement réservé aux personnes du genre choisi. Et cela, quelle que soit l'anatomie de la personne transgenre. Un accès à des espaces tels que les WC, les vestiaires, les douches, un accès potentiel aux compétitions sportives, un accès potentiel aux concours de beauté, etc. Ce qui est à l'origine d'un certain nombre de polémiques et de quelques scandales, comme aux USA par exemple, le cas de Demi Minor, femme transgenre, incarcérée dans une prison de femmes dans le New Jersey pour meurtre, et qui confiait avoir mis enceinte 2 de ses co-détenus. En Écosse, en février 2023, une loi similaire à celle adoptée par l'Espagne a été bloquée. Et ce blocage a eu pour conséquence la démission de la première ministre de l'époque, Madame Nicola Sturgeon, qui avait déjà été fragilisée suite à une polémique liée à l'incarcération d'une femme transgenre dans une prison de femmes et qui avait été condamnée pour viol. Elle avait violé deux femmes avant sa transition d'homme à femme. Alors la polémique, est-ce que l'OMS est sous l'influence de militants de mouvements transgenres? Eh bien, c'est ce que pensent un certain nombre de chercheurs et de médecins qui estiment que le but caché de ce groupe d'experts qui va se réunir en février à Genève est de faciliter l'accès aux transitions de genre, entre autres en encourageant les États à permettre l'autodétermination du genre. Selon l'Observatoire français, la petite sirène,
présidée par la pédopsychiatre Caroline Iliatchev et la psychanalyste Céline Masson. Sur les 21 personnes qui composent ce groupe d'experts, 7 seraient des personnes transgenres et 16 au total seraient des militants de mouvements transgenres. Ceci est repris dans un article du Figaro datant du 11 janvier. C'est donc le manque de pluralité des avis, le manque d'objectivité qui est pointé du doigt, et ceci avait déjà été dénoncé en 2019, quand l'OMS avait supprimé l'incongruence du genre, j'y reviendrai, du champ des troubles mentaux et du comportement. L'incongruence du genre ou dysphorie de genre, c'est la discordance avec tout le mal-être qui va avec entre le genre ressenti et le genre attribué à la naissance au regard du sexe biologique. Aujourd'hui, l'incongruence du genre est classée par l'OMS comme une affection de la santé sexuelle. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal d'organisations spécialisées sur le thème du genre qui s'inquiètent de l'initiative de l'OMS, parmi lesquelles il y a la SEGM, une association internationale réunissant une centaine de médecins et de chercheurs, le CNSG, un réseau de cliniciens britanniques et irlandais. Les cliniciens sont des professionnels de la santé au plus proche des patients, bref, ils savent de quoi ils parlent. Tous dénoncent la composition biaisée de ce groupe d'experts, mais aussi une consultation publique menée dans un délai trop court, car l'OMS demande aux experts du monde entier de faire part de leurs observations, mais ne leur laisse que 3 semaines. Une pétition de contestation de près de 11 000 signatures a été envoyée à l'OMS. Alors il faut savoir qu'en parallèle de l'initiative de l'OMS, en France, la Haute Autorité de Santé a missionné un groupe de travail pour faire strictement la même chose. Et selon le Figaro, ce groupe de travail serait constitué d'experts qui adhéreraient très largement aux thèses de mouvements transgenres. Mais contrairement à l'OMS qui a fait preuve de transparence, eh bien, la Haute Autorité de Santé ne souhaite pas communiquer le nom de ces experts. Ce qui est certain, c'est que les acteurs du monde de la santé notent une hausse très significative du nombre de consultations pour incongruence du genre. Ce qui est certain également, c'est qu'il y a d'un côté des militants de mouvements transgenres qui demandent d'être beaucoup plus impliqués dans les politiques de santé, car ils estiment qu'il y a trop de freins aujourd'hui pour effectuer la transition de genre. Et de l'autre côté, des personnalités scientifiques ou pas qui poussent à la prudence et s'inquiètent de la banalisation de la transition de genre. Bref, c'est un sujet qui mérite la plus grande objectivité. Objectivité apparemment qui n'est pas présente dans le groupe de travail de l'OMS et dans celui de la Haute Autorité de Santé, car la transition de genre est loin d'être sans impact et sans conséquence. Et penser cela, dire cela, n'est pas faire preuve de transphobie comme beaucoup se plaisent à le dire. D'autant plus qu'il y a des pays comme la Finlande et la Suède, précurseurs sur le sujet, qui rétropédalent en mettant quasiment fin aux transitions médicales pour les mineurs, en invoquant publiquement, tenez-vous bien, la nécessité de faire preuve de prudence dans un domaine rempli d'inconnus. Au nom du progressisme, il faudrait qu'un jeune de 16 ans, de 14 ans, de 12 ans puisse décider seul d'effectuer une transition de genre. N'est-il pas légitime de se poser quelques questions? Par exemple, est-ce qu'un adolescent et encore plus un enfant a la maturité nécessaire pour prendre une telle décision, surtout quand l'accord parental n'est pas requis? Je vous tiendrai informé de la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, alors merci de la liker, de la commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, un simple clic suffit. Plus il y a d'abonnés à une chaîne YouTube et plus YouTube recommande les vidéos, ce qui permet de mieux diffuser l'information et de toucher de nouvelles personnes. Et c'est aussi le moyen pour vous d'apporter votre soutien. Merci et encore merci, je vous dis à bientôt.